Allez, c'est parti, on va se pencher sur un guide de survie pour l'une des professions, soyons honnêtes, les plus exigeantes qui soient. La question est simple, mais elle est cruciale. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir dans une carrière qui donne l'impression d'être, 3 jobs en un? Parce que c'est un peu ça le choc pour beaucoup de jeunes universitaires. Le rêve de la recherche, de l'enseignement, et puis pouf, la réalité c'est de jongler avec tout ça plus une montagne de paperasse. Alors justement, on va explorer un livre qui s'appelle « Le petit guide de survie de l'enseignant-chercheur ». C'est une sorte de manuel de terrain, vraiment, pour naviguer dans ce qui peut ressembler à un vrai chaos. Et l'idée, avec plus de 200 conseils à l'intérieur, c'est pas juste de tenir le coup, mais carrément de s'épanouir. Alors cette aventure, cette quête comme le dit le titre, elle commence par une chose essentielle, comprendre les 3 grands défis. Le guide les appelle des dragons. Et ouais, chaque nouvel enseignant-chercheur doit les affronter. Le premier de ces dragons, c'est la salle de classe, ou plutôt tout ce que l'enseignement implique. C'est une charge de travail qui peut être immense et, disons-le, souvent assez écrasante au début. Regardez un peu cet emploi du temps. Ça, c'est un très bon exemple de ce qui attend souvent les nouveaux profs. C'est complètement fragmenté. Un cours le matin, un autre en fin de journée. Essayez de faire du travail de recherche en profondeur avec un planning comme ça. C'est quasiment mission impossible. Il faut être clair, la charge d'enseignement au début, elle peut paraître insurmontable. Préparer de nouveaux cours, ça peut vite dévorer les soirées, les week-ends. Le guide est très lucide là-dessus. La première année, c'est une véritable épreuve du feu. Et bien souvent, la recherche, elle passe à la trappe au profit des urgences de l'enseignement. Alors comment on fait? Le guide donne des conseils très concrets. Par exemple, le conseil 46. L'idée, c'est de casser le rythme. En amphi, on ne peut pas juste parler pendant 2 heures non-stop. Il faut prévoir des pauses, des petites vidéos, un étudiant qui passe au tableau, une séance de questions-réponses. Bref, il faut combattre la passivité et créer de l'interaction. Et ça illustre parfaitement la philosophie du guide. Le conseil 83 le dit bien. Si une méthode ne marche pas, ça ne sert à rien de la répéter en parlant plus fort. Non, il faut être malin, chercher d'autres approches, être créatif pour que les compétences soient vraiment acquises. Allez, on a parlé de l'enseignement. Passons maintenant au deuxième dragon, la recherche. Et là, on parle de la fameuse pression, cette pression constante de devoir publier, publier et encore publier. Et c'est là que le guide met le doigt sur un problème majeur, une forme de confusion générale. On a tendance à confondre le vrai but de la recherche, c'est-à-dire produire du savoir, résoudre des problèmes, avec des distractions, des indicateurs, le nombre de publications, le montant des financements. Ce sont des métriques, pas une finalité. C'est un piège classique. Et au cœur de la recherche, il y a une étape qui, pour beaucoup, est la plus difficile, l'écriture. C'est souvent un moment de grande solitude, très angoissant. Mais ce que le livre explique très bien, c'est que ce n'est pas un problème personnel, une sorte d'échec. Non, c'est avant tout un défi d'organisation, de méthode. Et la solution proposée, elle est presque déconcertante de simplicité, mais elle est redoutablement efficace. Conseil 105, arrêtez d'écrire seul. Mettez-vous à plusieurs, transformez cette lutte solitaire en un vrai travail d'équipe. Le guide va plus loin en proposant une méthode, un processus clair pour ne plus avoir peur de la page blanche. D'abord, on définit pourquoi le sujet est important. Ensuite, on fait le tour de ce qui existe déjà, l'état de l'art. Ça permet d'identifier un manque et hop, on explique comment on va le combler. Et enfin, on présente ses résultats. Vu comme ça, étape par étape, la montagne paraît tout de suite moins haute, non? Ok, on a vu l'enseignement, la recherche, il nous reste le 3e dragon. Et celui-là, c'est peut-être le boss de fin de niveau, le temps. Ou plutôt, la bataille permanente contre le calendrier. Plus de 200, c'est quoi ce chiffre? C'est une estimation du nombre de micro-tâches qui peuvent tomber chaque jour sur un enseignant-chercheur. Les emails, les réunions imprévues, les demandes administratives, c'est un véritable déluge qui hache le temps en 1000 morceaux. Face à ce déluge, il y a une compétence qui devient absolument vitale. Et le guide est très direct là-dessus, il faut apprendre à dire non. Pas tout le temps bien sûr, mais dire non pour faire moins de choses, mais les faire mieux. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une stratégie de survie pour protéger ce qui compte vraiment. L'idée, c'est de devenir le gardien de son propre temps, en particulier du temps de recherche. Comment? En regroupant les autres tâches. Par exemple, on dédie le lundi et le mardi à l'enseignement et à l'administratif, pour se libérer des blocs de temps sanctuarisés, ininterrompus, d'au moins une demi-journée, pour pouvoir enfin réfléchir et écrire. Alors après avoir combattu ces 3 dragons, l'enseignement, la recherche et le temps, qu'est-ce qu'on gagne? En fait, le but n'est pas tant une victoire totale qu'un état d'équilibre. Un équilibre qui soit durable et surtout épanouissant. Et c'est ça finalement la définition d'un enseignant-chercheur heureux. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a beaucoup de publications, c'est quelqu'un qui a trouvé le juste milieu entre l'enseignement, la recherche et sa vie personnelle. Quelqu'un qui a réussi à préserver sa passion sans sombrer dans le burn-out. Et le trésor, à la fin de cette quête, ce sont ces clés pour une vie équilibrée. Et attention, ce n'est pas du luxe, ce sont des nécessités.
limiter ses journées de travail, prendre de vrais week-ends, déconnecter complètement pendant les vacances et même planifier son temps libre dans son agenda. Maintenir une activité physique, des passions, tout ça, c'est présenté comme essentiel pour tenir sur la durée. Ce guide, il s'adresse bien sûr aux universitaires, mais en y réfléchissant, ces dragons, la surcharge de travail, la pression des indicateurs, le temps qui file, est-ce qu'on ne les rencontre pas aussi dans plein d'autres métiers? La question reste ouverte, et ces leçons sur la gestion de son temps, de sa concentration et de son bien-être, elles sont sans doute bien plus universelles qu'on ne le pense.